lorsqu'on participe à un rassemblement de masse, si on ne connaît pas bien la zone, la veille on fait une reconnaissance des lieux, et puis on se place à l'endroit d'où partent les petites rues. Vous avez suivi un cours en Bolivie? Les techniques de survie s'apprennent seulement quand on est enfant. À moins qu'adulte, on ne s'enrôle dans les bérets rouges. Moi j'ai passé une seule époque, celle de la guerre des partisans. Et il me nomma un bourg entre Montferrat et les Langues. Évacué de la ville en 1943, un calcul admirable. Le bon coin est la bonne époque pour profiter de tout, les rafles, les SS, les fusillades sur les routes. Je me rappelle un soir, je grimpais sur la colline pour aller chercher du lait frais dans une ferme, et j'entends un bruit au-dessus de ma tête, entre les cimes des arbres. Je me rends compte que d'une colline éloignée devant moi, ils sont en train de mitrailler la ligne du chemin de fer, qui est en aval derrière moi. Le premier mouvement est de fuir, ou de se jeter à terre. Moi, je commets une erreur. Je cours vers la vallée, et à un certain point, j'entends dans les champs autour de moi un tchac 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 tchac. C'était les tirs trop courts qui tombaient avant d'arriver à la voie ferrée. Je comprends que s'ils tirent de l'amont, très en haut, loin vers la vallée, il faut s'enfuir en montant. Plus vous montez, plus les projectiles vous passent au-dessus de la tête. Ma grand-mère, pendant un échange de coups de feu entre fascistes et partisans, qui s'affrontaient des deux bouts d'un champ de maïs, a eu une idée sublime. Puisque de quelque côté qu'elle se fût enfuie et risquait de ramasser une balle perdue, elle s'est jetée à terre au milieu du champ, juste entre les deux lignes de tir. Elle est restée 10 minutes comme ça, face contre terre, en espérant qu'une des deux bandes n'avancerait pas trop. Ça lui a réussi. Vous voyez, quand quelqu'un apprend ces choses-là dans un âge tendre, elle reste dans ses circuits nerveux. Ainsi, vous avez fait la résistance, comme on dit? En spectateur, dit-il. Et je perçus un léger embarras dans sa voix. En 1943, j'avais 11 ans. À la fin de la guerre, j'en avais à peine 13. Trop tôt pour prendre parti, assez tôt pour tout suivre, avec une attention que je qualifierais de photographique. Mais que pouvais-je faire? Je restais là à regarder et à m'enfuir comme aujourd'hui. Maintenant, vous pourriez raconter au lieu de corriger les livres des autres. Tout a déjà été raconté, Casaubon. Si à l'époque j'avais eu 20 ans, vers les années 50, j'aurais donné dans la poésie de la mémoire. Heureusement, je suis né trop tard. Quand j'aurais pu écrire, il ne me restait plus qu'à lire les livres déjà écrits. Par ailleurs, j'aurais pu aussi finir avec une balle dans la tête sur la colline. De quel côté demandai-je? Puis je me sentis gêné. Pardon, c'était une boutade. Non, ce n'était pas une boutade. Bien sûr, aujourd'hui je le sais, mais je le sais aujourd'hui. Le savais-je alors? Vous savez qu'on peut être hanté par le remords toute sa vie. Non pas pour avoir choisi l'erreur, dont au moins on peut se repentir, mais pour s'être trouvé dans l'impossibilité de se prouver à soi-même qu'on n'aurait pas choisi l'erreur. Moi j'ai été un traître potentiel. Quel droit aurais-je désormais d'écrire quelque vérité que ce soit et de l'enseigner aux autres? Excusez, dis-je, mais potentiellement vous pouviez aussi devenir Jack l'Éventreur. Or vous n'êtes pas devenu, c'est de la névrose. Ou est-ce que votre remords s'appuie sur des indices concrets? Qu'est-ce qu'un indice dans ce genre de choses? Et à propos de névrose, ce soir il y a un dîner avec le docteur Wagner. Je vais prendre un taxi Piazza della Scala. On y va, Sandra? Le docteur Wagner, demandai-je tout en lui saluant, en personne? Oui, il est à Milan pour quelques jours et je vais peut-être le convaincre de nous donner un de ses essais inédits pour en faire un petit volume. Ce serait un bon coup. À cette époque, Belbo était donc déjà en contact avec le docteur Wagner. Je me demande si ce fut ce soir-là que Wagner psychanalysa Belbo gratis et sans qu'aucun des deux le sût. Peut-être était-ce arrivé après. En tout cas, ce fut la première fois ce jour-là que Belbo toucha deux mots de son enfance. Curieux que ce fût le récit de certaines fuites presque glorieuses dans la gloire du souvenir, et qui pourtant réaffleuraient à sa mémoire après que, avec moi, mais devant moi, sans gloire, mais avec sagesse, de nouveau il s'était enfui. Lui, avant l'arrestation, avait été dans l'ordre pendant 9 mois seulement. J'avais trouvé sur Aboulakia le récit d'autres fuites, et j'y songeais l'autre soir dans le périscope, tandis que dans le noir, je percevais une succession de bruissements, craquements, grincements. Et je me disais de garder mon calme, car c'était la manière dont les musées, les bibliothèques, les antiques palais parlent dans leur barbe, la nuit. Ce ne sont que de vieilles armoires qui cherchent leur équilibre, des corniches qui réagissent à l'humidité vespérale, des plâtres qui s'écaillent, avares, à 1 millimètre par siècle, des murailles qui baillent. Tu ne peux t'enfuir, me disais-je. Parce que tu es justement ici pour savoir ce qui est arrivé à quelqu'un qui a cherché à mettre fin à une série de fuites par un acte de courage insensé ou désespéré. Peut-être pour accélérer cette rencontre tant de fois renvoyée avec la vérité. Full name, Canaletto.
je me suis enfui devant une charge de police ou de nouveau devant l'histoire. Et c'est différent. Je suis allé au défilé par choix moral, ou pour me mettre encore une fois à l'épreuve devant l'occasion. D'accord, j'ai manqué les grandes occasions, parce que j'arrivais trop tôt ou trop tard. Mais la faute en était à l'état civil. J'aurais voulu être dans ce pré pour tirer, même au risque de toucher ma grand-mère. Je n'étais pas absent par lâcheté, mais à cause de mon âge. D'accord. Et au défilé? J'ai fui de nouveau pour des raisons de génération. Ce combat ne me regardait pas. Mais j'aurais pu risquer, même sans enthousiasme, pour prouver qu'alors, dans le pré, j'aurais su choisir. Cela a-t-il un sens de choisir la mauvaise occasion pour se convaincre qu'on aurait choisi la bonne occasion? Qui sait combien de ceux qui aujourd'hui ont accepté l'affrontement ont agi ainsi? Mais une fausse occasion n'est pas la bonne occasion. Peut-on être veule parce que le courage des autres vous paraît disproportionné à la vacuité des circonstances? Alors la sagesse en veule. Et on manque donc la bonne occasion quand on passe sa vie à guetter l'occasion et à y réfléchir. L'occasion, on l'a choisie d'instinct. Et sur le moment, tu ne sais pas que c'est l'occasion. Peut-être l'ai-je saisie une fois, et je ne l'ai jamais su. Comment peut-on toujours se sentir visé et lâche, simplement parce qu'on est né dans la mauvaise décennie? Réponse. Tu te sens lâche parce qu'une fois tu as été lâche. Et si cette fois-là aussi tu avais évité l'occasion parce que tu la sentais inadéquate? Décrire la maison, isolée sur la colline au milieu des vignes. Ne dit-on pas les collines en forme de mamelle? Et puis la route qui menait à l'orée du bourg, à l'entrée de la dernière allée habitée, ou la première. Certes, tu ne le sauras jamais si tu ne choisis pas le point de vue. Le petit réfugié qui abandonne le cocon familial et pénètre dans l'habitat tentaculaire le long de l'année côtoie et envieux redoute le sentier. Le sentier était le lieu de rassemblement de la bande du sentier. Petit gars de la campagne, sale, gueulard. J'étais trop citadin, mieux valait les éviter. Mais pour rejoindre la place et le kiosque et la papeterie, à moins de tenter un périple presque équatorial et peu digne, il ne restait plus qu'à passer par le Canaletto. Les gars du sentier étaient le petit gentilhomme par rapport à ceux de la bande du Canaletto. Du nom d'un ex-torrent devenu puant canal d'écoulement qui traversait encore la partie la plus pauvre de l'agglomération. Ceux du Canaletto étaient vraiment crasseux, sous-prolétaires et violents. Ceux du sentier ne pouvaient pas traverser la zone du Canaletto sans être assaillis et frappés. Au début, je ne savais pas que j'étais du sentier. J'étais à peine arrivé, mais ceux du Canaletto m'avaient déjà identifié comme ennemi. Je passais dans leur parade avec un illustré ouvert devant les yeux. Je marchais en lisant, et eux me repérèrent. Je me mis à courir, et eux à mes trousses me lancèrent des cailloux, dont un traversait l'illustré, que je continuais à tenir ouvert devant moi tout en courant pour me donner une contenance. Je sauvai ma vie, mais perdis mon illustré. Le lendemain, je décidai de m'enrôler dans la bande du sentier. Je me présentai alors sans le grain, accueilli par des ricanements. À cette époque, j'avais beaucoup de cheveux naturellement dressés sur la tête, comme dans la réclame des crayons presbytéraux. Les modèles que m'offrait le cinéma, la publicité, la promenade du dimanche après la messe étaient des jeunes hommes à veste croisée aux épaules larges, petites moustaches et cheveux pommadés adhérents au crâne, luisants. La coiffure en arrière s'appelait alors dans le peuple la mascagna. Je voulais la mascagna. J'achetais sur la place du marché le lundi, pour des sommes dérisoires par rapport à la situation de la bourse des valeurs, mais énormes pour moi, des boîtes de brillantines rêches comme du miel en rayon, et je passais des heures à me l'enduire sur les cheveux jusqu'à les laminer, ainsi qu'une seule calotte de plomb, un bonnet papal. Puis, je mettais un filet pour les garder comprimés. Ceux du sentier m'avaient déjà vu passer avec le filet, et ils avaient lancé les colibets dans leur très âpre dialecte, que je comprenais mais ne parlais pas. Ce jour-là, après être resté 2 heures chez moi avec le filet, je l'enlevai, vérifiai l'effet superbe dans le miroir, et m'acheminai pour rencontrer ceux à qui j'allais jurer fidélité. Je m'approchais d'eux quand désormais la brillantine du marché avait terminé son office glutineux et que mes cheveux commençaient à se remettre en position verticale mais au ralenti. Enthousiasme de ceux du sentier, en cercle autour de moi, qui se donnaient des coups de coude. Je demandais d'être admis. Malheureusement, je l'exprimais en italien. J'étais un marginal. Le chef s'avança, Martinetti, qui alors me sembla se dresser comme une tour, flamboyant avec ses pieds nus. Il décida que j'aurais à subir 100 coups de pied dans le derrière.
Peut-être devait-il réveiller le serpent Kundalini. J'acceptai. Je me mis contre le mur, tenu au bras par 2 adjudants, et je subis 100 coups de pied nus. Martinetti accomplissait sa tâche avec force, avec entrain, avec méthode, frappant de plante et non de pointe, pour ne pas se faire mal aux orteils. Le cœur des bandits rythmait le rythme. Ils comptaient en dialecte. Ensuite, ils décidèrent de m'enfermer dans un clapier pendant une demi-heure, tandis qu'eux s'entretenaient dans leur parler guttural. Ils me firent sortir quand je me plaignis d'un fourmillement aux jambes. J'étais fier, parce que j'avais su me conformer à la liturgie sauvage d'un groupe sauvage avec dignité. J'étais un homme appelé cheval. En ces temps-là, il y avait les chevaliers teutoniques, pas très vigilants, parce que les partisans ne s'étaient pas encore manifestés. Nous étions vers la fin de 43 ou au tout début 44. Une de nos premières gestes fut de nous introduire dans une baraque, tandis que certains d'entre nous faisaient la cour aux soldats de garde, un grand lombard qui mangeait un énorme sandwich au saucisson, et, nous semble-t-il, nous en fûmes épilés à la confiture. L'équipe de diversion flattait l'allemand, louant ses armes, et nous autres, dans la baraque, pénétrables par l'arrière, délabrés, nous volions quelques pains de TNT. Je ne crois pas que par la suite on ait jamais utilisé le TNT, mais il se serait agi, selon le plan de Martinetti, de le faire exploser en pleine campagne dans un but pyrotechnique, et avec des méthodes qu'à présent je sais très grossières et impropres. Plus tard, aux Allemands succédèrent ceux de la 10e patrouille antisubmersible, la Decimamas, qui constituèrent un poste de contrôle le long du fleuve, juste au carrefour où, à 6 heures du soir, les filles du collège de Marie Auxiliatrice descendaient de l'allée. Il s'agissait de convaincre ceux de la Decima, ils ne devaient pas avoir plus de 18 ans, de lier des grenades allemandes pour en faire un bouquet de celles qui avaient un long manche, et de les découpiller pour les faire exploser à ras de l'eau au moment précis où arrivaient les filles. Martinetti savait bien ce qu'il fallait faire, et comment calculer les temps. Il l'expliquait aux antisubmersibles, et l'effet était prodigieux. Une colonne d'eau s'élevait sur la grève, au milieu d'un tonnerre fracassant, au moment précis où les filles tournaient le coin de l'allée. Fuite générale dans des cris perçants, et nous, et les antisubmersibles, de nous bidonner. Il s'en souviendrait de ces jours de gloire, après le bûcher de Mollet, les rescapés du camp de concentration de Coltalo, où on avait enfermé les vaincus de la République de Salo. Le grand amusement des gars du sentier était de ramasser les douilles et le matériel varié qui, après le 8 septembre, ne manquait pas. Vieux casques, giberne, musettes, parfois des balles vierges. Pour utiliser le bal en cordonne, on procédait ainsi. En tenant la douille dans la main, on introduisait le projectile dans le trou d'une serrure et on faisait force. La balle sortait et allait rejoindre la collection spéciale. On vidait la douille de la poudre, il s'agissait parfois de fines lamelles de ballistite, qu'on disposait ensuite en des formes serpentines à quoi on mettait le feu. La douille, d'autant plus prisée si l'amorce était intacte, venait enrichir l'armée. Le bon collectionneur avait beaucoup, et les alignait selon leur facture, leur couleur, leur forme et hauteur. Il y avait les divisions de fantassins, les douilles du mitraille, du Sten, fusil mitrailleur, puis les porte-étendards et les chevaliers, mousquetons à baïonnette, fusil 91, le garant à répétition, nous le verrions seulement avec les Américains, et, aspiration suprême, grand maître dominateur, les douilles de mitrailleuses. Alors que nous étions absorbés par ces jeux de paix, un soir, Martinetti nous dit que l'heure était venue. Le cartel avait été envoyé à la bande du Canaletto qui releva le défi. Le combat était prévu en territoire neutre, derrière la gare, le soir même à 9 h. Ce fut une fin d'après-midi estivale et accablée de grande excitation. Chacun de nous se prépara avec les dépouilles paraphernales les plus terrorisantes, cherchant des morceaux de bois qui puissent être agilement empoignés, remplissant ses gibernes et sa musette de cailloux de différentes grosseurs. Quelqu'un, de la bretelle d'un mousqueton, s'était fait un fouet, redoutable entre les mains de qui le maniait avec résolution. Au moins, en ces heures vespérales, nous sentions-nous tous des héros, moi plus que tous. C'était l'excitation avant l'assaut, âcre, douloureuse, splendide. Adieu, ma belle, adieu, rude, douce peine d'être un homme d'armes. Nous allions immoler notre jeunesse, comme on nous l'avait enseigné à l'école avant le 8 septembre. Le plan de Martinetti était sagace. Nous traverserions plus au nord le talus de la voie ferrée, contre toute attente, les prenant par derrière, et déjà pratiquement vainqueurs. Puis, assaut décidé, et point de quartier. C'est ainsi qu'au crépuscule, nous coupâmes l'escarpement du talus, progressant péniblement par raidillons et pentes abruptes, chargés que nous étions de pièges et de gourdins. À pic sur l'escarpement, nous les vîmes, déjà à l'affût derrière les latrines de la gare. Ils nous virent parce qu'ils regardaient vers le haut, soupçonnant que nous arriverions de ce côté-là.
Il ne restait plus qu'à descendre sans leur laisser le temps de s'étonner de l'évidence de notre manœuvre. Personne ne nous avait pourvu de gnôle avant l'assaut, mais nous nous précipitâmes également en hurlant. Et l'événement eut lieu à 100 mètres de la gare. Là commençaient à s'élever les premières maisons qui, encore que dispersées, formaient déjà un réseau de ruelles. Il se passa que le groupe le plus hardi se jeta en avant sans peur, tandis que moi, et par chance pour moi quelques autres, nous ralentîmes notre allure et nous postâmes derrière les angles des maisons, observant de loin. Si Martinetti nous avait organisés en avant-garde et arrière-garde, nous aurions fait notre devoir, mais ce fut une sorte de distribution spontanée. Ceux qui avaient de l'estomac en avant, ceux qui avaient les foies en arrière. Et depuis notre planque, la mienne plus reculée que celle des autres, nous observâmes l'engagement, qui n'eut pas lieu. Arrivés à quelques mètres les uns des autres, les deux groupes se firent front, en grinçant des dents. Puis les chefs s'avancèrent et se mirent à parlementer. Ce fut un galetas. Ils décidèrent de se partager les zones d'influence et de respecter les passages occasionnels, comme il advenait entre chrétiens et musulmans en Terre Sainte. La solidarité entre les deux chevaleries l'emporta sur l'inéluctable de la bataille. Chacun avait donné bonne preuve de soi. En bonne harmonie, les bandes se retirèrent sur deux bandes de terrain opposées. Ils se retirèrent sur deux côtés opposés. À présent, je me dis que je ne suis pas allé à l'attaque parce que j'avais envie de rire. Mais à l'époque, je ne me le dis pas. Je me sentis lâche et c'est tout. À présent, plus lâchement encore, je me dis que si je m'étais jeté en avant avec les autres, je n'aurais rien risqué et j'aurais mieux vécu les années à venir. J'ai manqué l'occasion, à 12 ans. Comme manquer l'érection la première fois, c'est l'impuissance pour toute la vie. Un mois après, quand pour un franchissement de frontières fortunes, le sentier et le canaletto se trouvèrent face à face dans un champ et que commencèrent à voler les mottes de terre, peut-être rassuré par la dynamique de l'événement passé ou aspirant au martyr, je m'exposai en première ligne. Ce ne furent pas des volées de pierres sanglantes, sauf pour moi. Une motte qui évidemment cachait un cœur de pierre m'atteignit à la lèvre et la fendit. Je m'enfus en pleurant à la maison et ma mère dut jouer de la pince à épiler pour m'enlever la terre de la fente qui s'était formée à l'intérieur de ma bouche. Le fait est qu'il m'est resté un nodule qui correspond à la canine droite inférieure et quand je fais passer ma langue dessus, je sens une vibration, un frisson. Cependant, ce nodule ne m'absout pas parce que je me le suis procuré par inconscience, non par courage. Je passe ma langue contre mes lèvres et que fais-je? J'écris. Mais la mauvaise littérature ne rachète pas. Après la journée du défilé, je ne vis plus Belbo pendant environ un an. J'étais tombé amoureux d'Amparo et je n'allais plus chez Pilade, ou bien les rares fois que j'y étais passé avec Amparo, Belbo n'y était pas. Et Amparo n'aimait pas ce lieu. Sa rigueur morale et politique, qui n'avait d'égal que sa grâce et sa splendide fierté, lui faisait sentir Pilade comme un club pour dandys démocratiques, et le dandysme démocratique était pour elle une des trames la plus subtile du complot capitaliste. Ce fut une année de grand engagement, de grand sérieux et de grande douceur. Je travaillais avec goût mais avec calme à ma thèse. Un jour, je rencontrai Belbo au bord du Navigli, pas très loin de chez Garamond. « Tiens, me dit-il avec joie, mon templier préféré, on vient de m'offrir un distillat d'inénarrable vétusté. Pourquoi ne faites-vous pas un saut en haut chez moi? J'ai des verres en papier et l'après-midi libre. »« C'est un zeugme, observai-je. Non, un bourbon mis en bouteille, je crois, avant la chute d'Alamo. » Je le suivis. Mais nous avions à peine commencé de déguster que Gudrun entra et vint annoncer qu'il y avait un monsieur. Belbo se frappa au front. Il avait oublié ce rendez-vous. Mais le hasard a le goût du complot, me dit-il. S'il avait bien compris, ce type voulait présenter un livre qui concernait aussi les Templiers. Je l'expédie tout de suite, dit-il, mais soutenez-moi avec des objections subtiles. Cela avait été certainement un hasard, et c'est ainsi que je fus pris dans les mailles du filet. Ainsi disparurent les chevaliers du Temple. Il avait une tête des années 40. À en juger d'après les vieilles revues que j'avais trouvées dans la cave de notre maison, ils avaient tous une tête de ce genre dans les années 40. Ce devait être la fin des temps de guerre. Elle creusait le visage sous les pommettes et rendait l'œil vaguement fiévreux. C'était une tête que j'avais vue dans les scènes de pelotons d'exécution du côté du mur et du côté des fusils. En ces temps-là, des hommes avec la même tête se fusillaient entre eux. Notre visiteur portait un complet bleu avec une chemise blanche et une cravate gris perle, et d'instinct, je me demandais pourquoi il s'était mis en civil. Ses cheveux, d'une couleur noire, peu naturelle, étaient tirés en arrière le long des tempes en deux bandes pommadées, avec mesure cependant, et il laissait au sommet du crâne brillant
Une calvitie sillonnée de rayures fines et régulières comme des fils de télégraphe qui filaient à vue du haut du front. Le visage était bronzé, marqué, et pas seulement par les rides, explicitement colonial. Une cicatrice pâle lui traversait la joue gauche, de la lèvre à l'oreille, et comme il portait des moustaches noires, longues à la Adolphe Manjou, sa moustache gauche en était imperceptiblement taillée, là où, sur moins d'un millimètre, la peau s'était ouverte et puis refermée. Mansour, ou blessure par balle, en sait-on, et se présenta, colonel Ardenti, tendit la main à Belbeau, me fit un simple signe de la tête quand Belbeau me désigna comme son collaborateur. Il s'assit, croisa les jambes, tira ses pantalons sur le genou, découvrant 2 chaussettes amarantes, courtes. Colonel, en activité, demanda Belbeau. Ardenti découvrit quelques prothèses de prix. Disons, à la retraite. Oui, si vous voulez, de réserve. On ne le dirait peut-être pas, mais je suis endommagé. On ne dirait pas, dit Belbeau. Et pourtant, j'ai fait 4 guerres. Alors vous avez dû commencer avec Garibaldi? Non, lieutenant volontaire en Éthiopie, capitaine volontaire en Espagne, commandant de nouveau en Afrique, jusqu'à l'abandon du 4e rivage. Médaille d'argent. En 43, disons que j'ai choisi le côté des vaincus. Et j'ai tout perdu, fort l'honneur. J'ai eu le courage d'en commencer du début, Légion étrangère, école de hardiesse. En 46, sergent, en 58, colonel, avec Massu. Toujours le côté perdant. Avec l'arrivée au pouvoir du sinistre de Gaulle, je me suis retiré et je suis allé vivre en France. J'avais noué de bonnes connaissances à Alger, j'ai installé une entreprise d'import-export à Marseille. Cette fois-là, j'ai choisi le côté gagnant, je crois, étant donné que maintenant je vis de mes rentes et que je peux m'occuper de mon hobby. On dit comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Et au cours de ces dernières années, j'ai rédigé les résultats de mes recherches. Voici. Il tira d'une serviette de cuir un classeur volumineux qui alors me sembla rouge. Donc, dit Belbeau, un livre sur les Templiers. Les Templiers, concéda le colonel. Une passion presque juvénile. Eux aussi étaient des officiers de fortune qui cherchaient la gloire en traversant la Méditerranée. Monsieur Casaubon s'occupe des Templiers, dit Belbeau. Il connaît le sujet mieux que moi, racontez-nous. Les Templiers m'ont toujours intéressé, une poignée de généraux qui apportent la lumière de l'Europe au milieu des sauvages, des 2 Tripoli. Les adversaires des Templiers n'étaient pas aussi sauvages que ça, dis-je d'un ton conciliant. Vous n'avez jamais été capturé par les rebelles du Maghreb? Me demanda-t-il avec sarcasme. Pas encore, dis-je. Et il me fixa, et je fus heureux de ne pas avoir servi dans ces sections. Il parla directement à Belbeau. Excusez-moi, je suis d'une autre génération. Puis il me regarda avec un air de défi. Nous sommes ici pour subir un procès ou pour... Nous sommes ici pour parler de votre travail, mon colonel, dit Belbeau. Parlez-nous-en, je vous en prie. Je veux tout de suite clarifier une chose, dit le colonel en posant une main sur son classeur. Je suis disposé à contribuer aux frais de publication. Je ne vous propose rien à perte. Si vous cherchez des garanties scientifiques, je vous les ferai avoir. Il y a à peine 2 heures, j'ai rencontré un expert en la matière, venu exprès de Paris. Il peut écrire une préface qui fera autorité. Il devina la question de Belbeau et fit un signe voulant dire que pour le moment, il valait mieux rester dans le vague vu la délicatesse de la chose. Monsieur Belbeau, dit-il, j'ai ici dans ces pages la matière pour une histoire. Voilà, pas banal. Mieux que les romans noirs américains. J'ai trouvé quelque chose, et de très important. Mais ce n'est qu'un début. Je veux dire à tout le monde ce que je sais, de façon que si quelqu'un est en mesure de compléter ce jeu d'assemblage, il lise et se manifeste. J'entends lancer un lapin. Et par ailleurs, il faut que je le fasse tout de suite. Celui qui savait avant moi ce que je sais a été probablement tué, justement pour qu'il ne le divulgât pas. Si ce que je sais, je le dis à 2000 lecteurs, personne n'aura plus intérêt à m'éliminer. Il fit une pause. Vous êtes un peu au courant de l'arrestation des Templiers. Monsieur Casaubon m'en a parlé, et j'ai été frappé de ce que cette arrestation se passe sans coup férir et que les chevaliers soient cueillis au dépourvu. Le colonel sourit avec commisération. En effet, il est puéril d'imaginer que les gens puissants au point de faire peur au roi de France ne fussent pas en mesure de savoir à l'avance que 4 gredins poussaient le roi et que le roi poussait le pape. Alors, il faut penser à un plan sublime. Supposer que les Templiers avaient un projet de conquête du monde et qu'ils connaissaient le secret d'une immense source de pouvoir. Un secret tel que pour le préserver, il valait la peine de sacrifier dans sa totalité le quartier du Temple à Paris, les commanderies répandues dans tout le royaume, et en Espagne, au Portugal, en Angleterre et en Italie, les châteaux de la Terre Sainte, les dépôts monétaires, tout. Philippe le Bel le soupçonne. Autrement, on ne comprend pas pourquoi il aurait déchaîné la persécution, jetant le discrédit sur la fine fleur de la chevalerie française. Le Temple comprend que le roi a compris et est en train de le détruire. Il ne sert de rien de poser une résistance frontale. Le plan demande encore du temps.
Le trésor, ou ce qui en tient lieu, doit être encore définitivement localisé, où il faut l'exploiter lentement. Et le directoire secret du temple, dont tous désormais reconnaissent l'existence, tous, certes, il n'est pas pensable qu'un ordre aussi puissant ait pu survivre longtemps sans l'existence d'une règle secrète. L'argument ne fait pas un pli, dit Belbeau en me jetant un regard de côté. D'où, dit le colonel, les conclusions tout aussi évidentes. Le grand maître fait partie du directoire secret, mais il doit en être la couverture extérieure. Gauthier Walter, dans La chevalerie et les aspects secrets de l'histoire, dit que le plan templier pour la conquête du pouvoir envisage comme terme final l'an 2000. Le temple décide de passer à la clandestinité. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'aux yeux de tout le monde, l'ordre disparaisse. Ils se sacrifient, voilà ce qu'ils font. Grand maître compris. Certains se laissent tuer, ils ont probablement été tirés au sort. D'autres se soumettent, se fondent dans la masse, où finissent les hiérarchies mineures, les frères laïcs, les maîtres charpentiers, les verriers. C'est la naissance de la corporation des libres maçons qui se répand à travers le monde. Et c'est une histoire connue. Mais que se passe-t-il en Angleterre? Le roi résiste aux pressions du pape et les met tous à la retraite pour qu'ils finissent tranquillement leur vie dans les commanderies de l'ordre. Et eux, sans souffler mot, qui filent droit. Vous gavez ça? Moi non. Et en Espagne, l'ordre décide de changer de nom. Il devient ordre de Montessa. Mais bon, messieurs, c'était là des gens qui pouvaient convaincre un roi. Ils avaient tant de lettres de change à lui dans leur coffre-fort qu'ils pouvaient lui faire banqueroute en une semaine. Même le roi du Portugal pactise. Faisons comme ça, chers amis, dit-il. Vous ne vous appelez plus chevalier du Temple, mais chevalier du Christ. Et pour moi, ça ira. Et en Allemagne, de rares procès, une abolition purement formelle de l'ordre. Mais là, chez eux, ils ont un ordre frère, les Teutoniques, qui à cette époque font quelque chose de plus que de créer un État dans l'État. Ils sont l'État. Ils ont rassemblé un territoire grand comme celui des pays qui sont aujourd'hui sous le talon des Russes, et de ce pas, ils avancent jusqu'à la fin du XVe siècle, parce qu'à ce moment-là arrivent les Mongols. Mais ça, c'est une autre histoire, car les Mongols, nous les avons encore à nos portes, mais ne nous égarons pas. Non, s'il vous plaît, dit Belbeau, continuons. Donc, comme tout le monde le sait, 2 jours avant que Philippe ne fasse partir l'ordre d'arrestation, et 1 mois avant qu'il ne soit exécuté, une charrette de foin tirée par les 2 quitte l'enclos du temple pour une destination inconnue. Même Nostradamus en parle dans une de ses centuries. Il chercha une page de son manuscrit. Sous la pasture d'animaux ruminants, par eux conduits au ventre herbipolique, soldats cachés, les armes bruit menant. La charrette de foin est une légende, dis-je. Et je ne prendrai pas Nostradamus comme une autorité en matière historiographique. Des personnes plus âgées que vous, M. Cazotto, ont prêté foi à de nombreuses prophéties de Nostradamus. D'autre part, je ne suis pas assez ingénu pour croire à l'histoire de la charrette. C'est un symbole. Le symbole du fait évident et établi qu'en vue de son arrestation, Jacques de Molay passe le commandement et les instructions secrètes à son neveu, le comte de Beaujeu, qui devient le chef occulte du temple, dorénavant occulte. Il existe des documents historiques. L'histoire officielle, sourit amèrement le colonel, est celle qu'écrivent les vainqueurs. Selon l'histoire officielle, les hommes comme moi n'existent pas. Non. Sous l'épisode de la charrette, il y a autre chose. Le noyau secret se transfère dans un centre tranquille, et de là commence à constituer son réseau clandestin. C'est de cette évidence que moi je suis parti. Depuis des années, avant la guerre encore, je me demandais toujours où avaient fini ses frères en héroïsme. Quand je me suis retiré dans le privé, j'ai enfin décidé de chercher une piste. Parce qu'en France, c'était passé la fuite de la charrette. En France, je devais trouver le lieu de la réunion originelle du noyau clandestin. Où? Il avait le sens du théâtre. Belbeau et moi voulions maintenant savoir où. Nous ne trouvâmes rien de mieux à dire que « dites ». Je vous le dis. Où naissent les Templiers? D'où vient Hugues de Penne? De la Champagne, près de Troyes. Et en Champagne, Hugues de Champagne gouverne, qui le rejoindra quelques années après, en 1125, à Jérusalem. Puis il revient chez lui et il semble bien qu'il se mette en contact avec l'abbé de Cîteaux et qu'il l'aide à commencer dans son monastère la lecture et la traduction de certains textes hébreux. Pensez un peu. Les rabbins de la Haute-Bourgogne se voient invités à Cîteaux par les bénédictins blancs. Et de qui? De Saint Bernard, pour étudier Dieu sait quel texte que Hugues a trouvé en Palestine. Et Hugues offre aux moines de Saint Bernard une forêt, à Bar-sur-Aube, où s'élèvera Clairvaux. Et que fait Saint Bernard? Il devient le défenseur des Templiers, dis-je. Et pourquoi? Mais savez-vous qu'il rend les Templiers plus puissants que les bénédictins? Qu'il interdit aux bénédictins de recevoir des terres et des maisons en cadeau, et que les terres et les maisons, il les fait donner aux Templiers? Avez-vous jamais vu la forêt d'Orient près de Troyes? Une chose immense, une commanderie après l'autre. Et pendant ce temps, en Palestine, les chevaliers ne combattent pas. Vous le savez.
Ils s'installent dans le temple et au lieu de tuer les musulmans, ils se lient d'amitié avec eux. Ils prennent contact avec leurs initiés. Bref, Saint-Bernard, avec l'appui économique des comtes de Champagne, constitue un ordre qui, en Terre Sainte, entre en rapport avec les sectes secrètes arabes et juives. Une direction inconnue planifie les croisades pour faire vivre l'ordre, et non le contraire, et forme un réseau de pouvoir qui se soustrait à la juridiction royale. Moi, je ne suis pas un homme de science, je suis un homme d'action. Au lieu de faire trop de conjectures, j'ai fait ce que tant de chercheurs, trop verbeux, n'ont jamais fait. Je suis allé là où les Templiers venaient et où ils avaient leur base depuis 2 siècles et où ils pouvaient nager comme des poissons dans l'eau. Le président Mao dit que le révolutionnaire doit être au milieu du peuple comme un poisson dans l'eau, dis-je. Calez, votre président. Les Templiers qui préparaient une révolution bien plus grande que celle de votre communiste à col Mao, ils n'ont plus de col. Non, tant pis pour eux. Les Templiers, disais-je, ne pouvaient pas ne pas chercher refuge en Champagne. À Penzes? À Troyes? Dans la forêt d'Orient? Non. Penzes était un bourg avec 4 maisons qui se couraient après, et au maximum à l'époque peut-être un château. Troyes était une ville, 30 gens du roi alentour. La forêt templière par définition était le premier endroit où les gardes du roi seraient allés les chercher, comme ils le firent. Non. Provins, me dis-je. S'il y avait un lieu, ce devait être Provins. Une masse épouvantablement percée de fissures et creusée de cavernes. Pourquoi Provins? Jamais été à Provins? Lieu magique. Même aujourd'hui on le sent, allez-y, vous verrez. Lieu magique. Encore tout parfumé de secret. En attendant, au XIe siècle, c'est le siège du comte de Champagne. Et il reste zone franche où le pouvoir central de tout four est né. Les Templiers y sont chez eux. Aujourd'hui encore, une rue porte leur nom. Église, demeure, une forteresse qui domine toute la plaine, et de l'argent. Les passages des marchands, les foires, la confusion où l'on peut se confondre. Mais surtout, et depuis les temps préhistoriques, des galeries. Un réseau de galeries qui s'étend sous toute la colline. Véritable catacombe qu'on peut aujourd'hui encore en partie visiter. Les endroits où, si on se réunit en secret, et s'il y a incursion des ennemis, les conjurés peuvent s'éparpiller en quelques secondes, et Dieu sait où. Et s'ils ont une bonne connaissance des conduits, ils sont déjà sortis par on ne sait quel côté, ils sont rentrés du côté opposé, abat-feutrés comme des chats, et ils sont arrivés dans le dos des envahisseurs, et ils les liquident dans le noir. Mon Dieu, je vous l'assure, mes bons messieurs, ces galeries semblent faites pour les commandos, rapides et invisibles. On s'y glisse dans la nuit, poignard entre les dents, 2 grenades au poing, et les autres pris dans la ratonnade, on les crève. Bon Dieu! Ses yeux brillaient. Vous comprenez quelle cache fabuleuse peut être Provins? Un noyau secret qui se réunit dans le sous-sol, et tous les gens du lieu qui se taisent s'ils voient. Les hommes du roi arrivent aussi à Provins, certes. Ils arrêtent les Templiers qui se montrent à la surface et les emmènent à Paris. Reynaud de Provins subit la torture, mais ne parle pas. Selon le plan secret, c'est clair, il devait se faire arrêter pour laisser croire que Provins avait été amendé. Mais il devait en même temps lancer un signal. Provins ne me lit pas. Provins, le lieu des nouveaux Templiers souterrains, des galeries qui mènent d'édifice à édifice. On fait semblant d'entrer dans un dépôt de blé ou dans un entrepôt et on sort par une église. Des galeries construites avec piliers et voûtes en maçonnerie. Chaque maison de la ville haute possède encore aujourd'hui une cave avec des voûtes en ogive. Et il doit y en avoir plus de 100. Chaque cave, que dis-je, chaque salle souterraine était l'entrée d'un de leurs conduits. Conjecture, fis-je. Non, monsieur Casaubon, preuve. Vous n'avez pas vu les galeries de Provins. Des salles et des salles, au cœur de la terre, pleines de graffitis, qui se trouvent pour la plupart dans ce que les spéléologues appellent alvéoles latéraux. Ce sont des représentations hiératiques, d'origine druidique, graffitées avant l'arrivée des Romains. César passait dessus, et c'est ici que se tramait la résistance, le sortilège, le piège. Et il y a les symboles des Cathares. Oui, messieurs, les Cathares ne se trouvaient pas seulement dans le Midi. Ceux du Midi ont été détruits, ceux de la Champagne ont survécu en secret et se réunissaient ici, dans ces catacombes de l'hérésie. 183 d'entre eux furent brûlés à la surface et les autres survécurent ici. Les chroniques les taxaient de bougres et manichéens. Quelle coïncidence! Les bougres étaient les bogomiles, cathares d'origine bulgare, et le mot bougre ne vous dit rien? Au départ, il voulait dire sodomite, parce qu'on disait que les cathares bulgares avaient ce petit vice. Il est mis un petit rire embarrassé. Et qui se voient accusés de ce même petit vice? Eux, les Templiers, curieux, n'est-ce pas? Jusqu'à un certain point, dis-je. En ces temps-là, si on voulait liquider un hérétique, on l'accusait de sodomie. Certes. Et ne pensez pas que je pense moi que les Templiers... Alors donc, c'était des hommes d'armes. Et même nous, hommes d'armes, nous aimons les belles femmes, même s'ils avaient prononcé leur vœu, l'homme est homme. Mais je rappelle cela parce que je ne crois pas que ce soit un hasard si dans un milieu templier, on trouve des refuges des hérétiques cathares.
et en tout cas, c'est d'eux que les Templiers avaient appris comment se servir du souterrain. Mais au bout du compte, dit Belbeau, vous n'avancez jusque-là que des hypothèses. Hypothèses de départ. Je vous ai dit les raisons pour lesquelles je me suis mis à explorer Provins. Venons-en maintenant à l'histoire proprement dite. Au centre de Provins, il y a un grand édifice gothique, la Grange aux Dîmes. Et vous savez qu'un des points forts des Templiers était qu'ils recueillaient directement les dîmes sans devoir rien à l'État. Dessous, comme partout, un réseau souterrain, aujourd'hui en très mauvais état. Bien. Alors que je fouillais dans les archives de Provins, il me tombe entre les mains un journal local de l'année 1894. On y raconte que deux dragons, les cavaliers Camille Laforgue de Tours et Édouard Ingolf de Pétersbourg, exactement Pétersbourg, visitaient quelques jours auparavant la grange avec le gardien. Et ils étaient descendus dans une des salles souterraines, au deuxième étage sous la surface du sol, quand le gardien, pour démontrer qu'il existait d'autres étages sous-jacents, frappa du pied par terre et des échos et des résonances se firent entendre. Le chroniqueur loue les hardis dragons qui, se munissent de lanternes et de cordes, pénètrent dans Dieu sait quelle galerie comme des enfants dans une carrière, en rampant sur les coudes, et se glissent par de mystérieux conduits. Et ils arrivent, dit le journal, dans une grande salle, avec une belle cheminée, et un puits au milieu. Ils font descendre une corde avec une pierre au bout, et découvrent que le puits a une profondeur de 11 mètres. Ils reviennent une semaine après, avec des cordes plus solides, et tandis que les deux autres tiennent la corde, un golfe descend dans le puits et découvre une grande pièce au mur de pierre, 10 mètres sur 10, et d'une hauteur de 5. À tour de rôle, les deux autres aussi descendent. Et ils se rendent compte qu'ils sont au 3e étage sous la surface du sol, à 30 mètres de profondeur. Ce que ces trois hommes font et voient dans cette salle, on l'ignore. Le chroniqueur avoue que quand il s'est rendu sur place pour vérifier, il n'a pas eu la force de suivre le même chemin dans le puits. L'histoire m'excita et il me vint l'envie de visiter l'endroit. Mais de la fin du siècle passé à aujourd'hui, beaucoup de souterrains s'étaient écroulés. Et si même ce puits n'avait jamais existé, qui sait où il se trouvait maintenant? Il me passa par l'esprit que les dragons avaient déniché quelque chose au 3e sous-sol. J'avais lu, et précisément ces jours-là, un livre sur le secret de Rennes-le-Château, encore une histoire où d'une certaine manière les Templiers sont de la partie. Un curé, sans le sou et sans avenir, s'avise d'effectuer la restauration d'une vieille église dans un petit bourg de 200 âmes. Il soulève une pierre du pavement du chœur et trouve un étui avec des manuscrits fort anciens qu'il dit. Uniquement des manuscrits? On ne sait trop ce qui se passe, mais dans les années qui suivent, le curé devient immensément riche. Brûle la chandelle par les deux bouts, vit dans la dissipation, subit un procès devant les tribunaux ecclésiastiques. Et si, à l'un des dragons, ou à tous les deux, il était arrivé quelque chose de semblable. Un golfe descend le premier. Il trouve un objet précieux de dimension réduite, le cache sous son blouson, remonte, ne dit rien aux deux autres. Bref, je suis têtu, et s'il n'en avait pas toujours été ainsi, j'aurais eu une vie différente. De ses doigts, il avait effleuré sa balafre, puis il avait porté les mains à ses tempes, et dans un mouvement vers sa nuque, il s'était assuré que ses cheveux adhéraient comme il faut. Je vais à Paris, au téléphone de la poste centrale, et recherche systématiquement dans les bottins de la France entière une famille Ingolf. J'en trouve une seule, à Auxerre, et j'écris en me présentant comme un chercheur dans le domaine archéologique. 2 semaines plus tard, je reçois la réponse d'une vieille sage-femme. C'est la fille de cet Ingolf, et elle est curieuse de savoir pourquoi je m'intéresse à lui. Et même elle me demande si, pour l'amour de Dieu, je sais quelque chose au sujet de son père. Je lui disais bien que derrière tout ça, il y avait un mystère. Je me précipite à Auxerre. La demoiselle Ingolf vit dans une maisonnette toute recouverte de lierre, avec un petit portail de bois fermé par une ficelle et un clou. Une vieille demoiselle bien proprette, gentille, peu cultivée. Elle me demande aussitôt ce que je sais sur son père, et je lui dis que je sais seulement qu'un jour, il est descendu dans un souterrain, à Provins, et que je suis en train d'écrire un essai historique sur cette région. Elle tombe des nues. Elle n'a jamais su que son père était allé à Provins. Il avait été dans les dragons, certes, mais il avait quitté le service en 95, avant sa naissance à elle. Il avait acheté cette maisonnette à Auxerre, et en 98, il avait épousé une fille du coin qui avait un petit pécule. Elle avait 5 ans quand sa mère était morte en 1915. Quant à son père, il avait disparu en 1935. Littéralement disparu. Il était parti pour Paris, comme il le faisait au moins 2 fois par an, et il n'avait plus donné de nouvelles. La gendarmerie locale avait télégraphié à Paris, volatilisé. Déclaration de mort présumée. Et comme ça, notre demoiselle était restée seule et elle s'était mise à travailler car l'héritage paternel n'allait pas très loin. Évidemment, elle n'avait pas trouvé de mari.
Et d'après les soupirs qu'elle poussa, il devait y avoir eu une histoire, la seule de sa vie, qui s'était mal terminée. Et toujours avec cette angoisse, avec ce remords continuel, M. Ardenti, de ne rien savoir de mon pauvre papa, pas même sa tombe, si toutefois elle existe quelque part. Elle avait envie de parler de lui, si tendre, si tranquille, méthodique et si cultivé. Et il passait ses journées dans son petit studio là-haut, dans la mansarde, à lire et à écrire. Pour le reste, un petit coup de pieuvre dans le jardin, et il taillait une petite bavette avec le pharmacien, désormais mort lui aussi. De temps en temps, comme elle l'avait dit, un voyage à Paris pour affaires. C'était son expression. Mais il revenait toujours avec un paquet de livres. Son studio en était encore plein. Elle voulut me les faire voir. Nous sommes montés. Une chambre ordonnée et propre que la demoiselle Ingolf époussetait encore une fois par semaine. Pour sa maman, elle pouvait apporter des fleurs au cimetière. Pour son pauvre papa, c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. Tout comme il l'avait laissé lui. Elle aurait aimé avoir poursuivi ses études afin de pouvoir lire ses livres, mais c'était des choses en ancien français, en latin, en allemand, même en russe. Parce que le papa était né et avait passé son enfance là-bas. Il était le fils d'un fonctionnaire de l'ambassade de France. La bibliothèque contenait une centaine de volumes, la plupart, et j'exulte, sur le procès des Templiers. Par exemple, les monuments historiques relatifs à la condamnation des chevaliers du Temple, de Renoir, imprimé en 1813, une pièce d'antiquaire. Beaucoup de volumes sur des écritures secrètes, une véritable collection de cryptologues, quelques livres de paléographie et de diplomatique. Il y avait un registre avec de vieux contes, et en les feuilletant, j'ai trouvé une note qui m'a fait sursauter. Elle concernait la vente d'un étui sans autre précision et sans le nom de l'acquéreur. Point de chiffre mentionné, mais la date était de l'année 1895. Et sitôt après, suivaient les comptes précis. Le grand livre d'un monsieur prudent qui administrait avec discernement son magot. Quelques notes sur l'acquisition de livres chez les antiquaires parisiens, la mécanique de l'histoire me devenait claire. Ingolf trouve dans la crypte un étui d'or incrusté de pierres précieuses. Il n'hésite pas un instant, l'enfile dans son blouson, remonte et le souffle mot à ses compagnons. Chez lui, il en extrait un parchemin. Cela me paraît évident. Il va à Paris, contacte un antiquaire, un usurier, un collectionneur, et avec la vente de l'étui, même au rabais, il devient pour le moins aisé. Mais il fait davantage. Il abandonne le service, se retire à la campagne et commence à acheter des livres et à étudier le parchemin. Sans doute y a-t-il des gens en lui cherchant le trésor, autrement il ne serait pas descendu dans les souterrains à preuve. Et il a probablement assez de culture pour décider qu'il peut déchiffrer tout seul ce qu'il a trouvé. Il travaille, tranquille, sans souci, en bon monomane, durant plus de 30 ans. Parle-t-il à quelqu'un de ses découvertes? Qui sait? Le fait est qu'en 1935, il doit penser avoir bien avancé, ou bien au contraire être arrivé à un point mort, parce qu'il décide de s'adresser à quelqu'un. Soit pour lui dire ce qu'il sait, soit pour se faire dire ce qu'il ne sait pas. Mais ce qu'il sait doit être si secret et terrible que quelqu'un à qui il s'adresse le fait disparaître. Revenons à la mansarde. Pour l'instant, il fallait voir si Ingolf avait laissé quelques pistes. J'ai dit à la bonne demoiselle que peut-être en examinant les livres de son père, je trouverais trace de sa découverte de Provins et que dans mon essai, je donnerais de lui un ample témoignage.